C'est News, il est 8h16, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Linda Kebab, déléguée nationale du syndicat de police, unité SGP Police FO. Bonjour Linda Kebab. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Vous avez publié ce livre chez Stock, gardienne de la paix et de la révolte. On va évoquer l'actualité, bien sûr, cette marche blanche hier à Argenteuil en hommage à Alisha, 14 ans, tuée par deux élèves du même lycée, 15 ans tous les deux, placés en détention provisoire pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation. Cette ultra-violence des jeunes qui est au cœur de notre société, elle vous surprend ou pas, vous qui êtes un policier qui a fait beaucoup de terrain? Elle surprend les personnes qui ne sont pas au fait de la situation. En réalité, il y a 15 ans, quand j'ai fait mes premières armes dans la police, cette violence a été déjà présente. On nous envoyait très régulièrement démanteler, on va dire, des bandes qui, bâton à la main, s'en allaient rencontrer des jeunes du quartier d'à côté pour en découdre. Le problème, c'est que tout s'est accéléré, notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux, même s'ils ne sont pas responsables de la situation, parce qu'il y a un facteur humain avant tout ça. Mais évidemment que ça ne nous surprend pas. Et ce qui est plutôt surprenant, c'est finalement se rendre compte que après des décennies de situations qui n'évoluent pas, on se dit on va faire des rencontres interministérielles et mettre en place peut-être des accords ou des protocoles qui pourraient nous sortir de cette situation. Mais depuis tout ce temps, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Mais ça, c'est pas tout à fait le phénomène des bandes. Là, c'est vraiment deux élèves qui s'en prennent à une autre, qui la battent à mort et qui la jettent à l'eau alors qu'elle est encore vivante. C'est terrible. En réalité, ça se rejoint. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un schéma de faillite de l'État. Quand vous avez des situations aussi courantes que sont celui, en tout cas, du harcèlement scolaire, avec régulièrement des violences, c'est pas quelque chose de nouveau, Madame Ferrari, c'est des choses qu'on connaissait déjà même quand on était plus jeune, et que malheureusement, on a un système éducatif qui est complètement dépassé. Dans le cas particulier de cette jeune fille, il y a eu une réaction de l'équipe pédagogique qui a décidé de mettre en place un conseil de discipline à l'attention des deux élèves. Mais ces deux élèves n'ont pas commis une petite erreur au sein de l'école, ils ont commis une infraction, un revenge porn en l'occurrence. À quel moment la justice a été saisie? Et là où en fait on peut s'interroger sur la coordination, ou en tout cas le manque de coordination des services de l'État, c'est pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place un protocole, la DGESCO, de la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, qui s'attache à chaque fois d'expliquer aux professeurs comment est-ce qu'ils doivent faire leur métier, comme s'ils étaient incapables de le faire eux-mêmes, n'a même pas pris la peine de mettre en place un protocole pour un fait qui est vieux et ô combien dramatique, qui est le harcèlement scolaire, en disant si jamais vous avez ce type d'infraction, qui est un peu nouveau en fait, le revenge porn, c'est assez récemment qu'on en parle, et plus particulièrement dans le système scolaire avec les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'on n'intime pas l'ordre aux équipes pédagogiques et éducatives de saisir la justice, et à la justice ensuite, charge à elle de rappeler à la loi les jeunes et peut-être parfois d'éviter des drames? On ne sait pas ce qui se serait passé, mais en tout cas, on n'a pas tout fait. Parce que là, c'était à la victime d'aller porter plainte, ce qui n'a pas été le cas. La violence entre jeunes, elle se manifeste tous les jours, et sans doute aussi encore plus favorisée contre les policiers. On l'a vu hier à Aulnay-sous-Bois, il y a eu encore une intervention de policiers lors d'un affrontement avec une cinquantaine de jeunes munis de barres de fer. En permanence, en fait, vous êtes les cibles de ces affrontements? Mais c'est tous les jours, c'est constamment. Vous savez, là où certains disent que les policiers massacrent les personnes parmi les chaque jour, moi j'ai envie de vous dire tous les jours des policiers qui sont littéralement massacrés, tabassés, lynchés. Hier, à Champigny-sur-Marne, une policière qui a été étranglée. Il a fallu l'intervention de ses collègues pour qu'elle ne meure pas. En région lyonnaise également, il y a encore eu des violences. Mais en fait, c'est la commissariat à Bron qui a été la cible de mortiers d'armes. Oui, c'est ça. Et la résultante de tout ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, il n'y a plus de reconnaissance de l'autorité. C'est-à-dire que les parents ne sont plus un repère, l'État n'est plus un repère, l'autorité policière n'est plus un repère dans les quartiers où les institutions sont absentes. Et derrière, il n'y a pas de réponse judiciaire. Je vous donne un exemple tout bête. Il y a quelques temps, à Poissy, il y a eu des violences contre les collègues. Il y a eu des menaces de mort. Il y a eu des vidéos sur les réseaux sociaux. Il y a des cocktails Molotov qui ont été jetés. Tout le monde est libéré. Tout le monde est libéré. C'est quoi le message? C'est recommencer. Donc tant qu'il n'y aura pas de réponse pénale adaptée à ces faits-là, ça continuera. C'est le cercle infernal. Vous savez, j'ai l'intime conviction que la sanction a une valeur éducative. Et nous, en tant que policiers, on s'en rend compte. C'est-à-dire que quand vous avez des parents, je veux bien croire que tous les parents ne sont pas démissionnaires. Il y a beaucoup de parents qui sont dépassés, qui ne savent plus faire. Et qui sont aussi dépassés notamment par les réseaux sociaux que personne ne maîtrise. Là où il y a 50 ans, les parents maîtrisaient le jouet de leurs enfants. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et nous, on le constate au quotidien dans nos services. Des parents qui découvrent une facette de la personnalité de leur enfant qu'ils n'imaginaient même pas, et parce qu'en fait, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Et donc, à partir du moment où on a fait ce constat-là, on peut dire oui, c'est la responsabilité des parents, mais en fait, on est l'État. Il y a une république en France. Et on ne peut pas se dire qu'on va jeter le problème de l'autre côté du périph' en faisant comme si ça ne nous concernait pas. L'État doit prendre en charge ce type de problème. Éric Dupond-Moretti veut raccourcir la réponse pénale entre le moment où l'acte délictueux est commis et le moment où il est sanctionné, de 18 mois passé peut-être à 6 mois. C'est un début de réponse ou ça
ça va pas assez loin pour vous? Alors en fait, je trouve que c'est un beau maquillage en réalité. Je vais vous expliquer. En fait, M. Dupond-Moretti répond à une demande de l'USM et du syndicat de la magistrature qui voit justement dans la sanction à l'égard des mineurs finalement quelque chose dont il ne faut absolument pas parler. Puisque le syndicat de la magistrature a horreur finalement de la sanction éducative. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'aujourd'hui, les procédures à l'égard des mineurs prennent énormément de temps et entre la commission de l'infraction et la prise en charge réelle par la justice, il y a tellement de temps parfois que ces mineurs deviennent majeurs, voire même ont cessé de commettre des délinquances. Ou pire, en ont tellement commis que ça n'a plus aucun sens aujourd'hui de leur donner une réponse pénale. Et donc, en fait, le garde des Sceaux propose, en fait, dans un délai de 3 mois, de convoquer le jeune et de lui dire « tu es coupable ». Mais reviens dans 6 ou 9 mois et on te donnera une sanction si, entre-temps, tu t'es pas assagi. Ben, je vais juste donc demander pas de valeur. Mais il est où le message en fait? En fait, tu es coupable, mais tu ressors libre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des syndicats de magistrats derrière qui disent non, il faut pas de sanction. Donc on reconnaît, il y a la reconnaissance de culpabilité. Bon, la victime, tout ça, on s'en fout. Hein, le sentiment de justice, on s'en fout. Et puis tu reviens dans 6-9 mois et puis on verra ce qu'on fera de toi. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais en fait, il faut de la cohérence. C'est quoi? Il faut de la cohérence. Vous savez, il y a des PJ aujourd'hui qui sont complètement débordés. Il y a récemment, la protection judiciaire de la jeunesse. J'ai rencontré des éducateurs récemment en région lyonnaise qui me disaient nous sommes 9 éducateurs pour 250 dossiers. Est-ce que vous pensez vraiment qu'à ce stade-là, on peut avoir un véritable suivi de ces jeunes? Et justement, ce qui est proposé aujourd'hui par le garde des Sceaux, c'est donc cette reconnaissance de culpabilité, un suivi sur 6 ou 9 mois par le biais de ces éducateurs qui sont déjà débordés et en fonction de l'enquête qui peut être menée par les éducateurs, prononcer ou pas une sanction. En réalité, ces suivis vont être totalement hypothétiques et voire même fictifs. Donc en réalité, il faut juste de la cohérence, c'est-à-dire à partir du moment où il y a une reconnaissance de la culpabilité, donner une sanction à la hauteur de l'acte qui a aussi pour vocation d'empêcher la récidive des jeunes, parce que c'est ça le grand problème des mineurs aujourd'hui en France, c'est ce problème de récidive. Et puis donc il suffit juste de donner des moyens à la justice. C'est pas compliqué. Donc plutôt que de dire bon ça va pas assez vite, on va faire semblant, mais en fait on donnera pas de moyens. Non. Il y a un plan de lutte contre les bornes qui va être adopté d'ici le 1er mai à l'initiative du ministère de l'Intérieur, de la Justice et de l'Éducation. Il faut une nouvelle loi, il faut un nouveau plan contre la lutte contre la délinquance des jeunes, ou il y a déjà tout ce qu'il faut dans l'arsenal? En fait, c'est ce que je vous disais en début de propos, on donne le sentiment de découvrir la situation. On va être honnête, Madame Ferrari, on a 1 an de la prochaine campagne, la présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'il y a une quelconque mesure législative qui peut être mise en place avec les budgets correspondants, parce que ça demande des budgets, avant l'année prochaine? C'est absolument pas possible, c'est totalement fantasmagorique. En réalité, il faut mettre en place aujourd'hui dans l'urgence des protocoles. Je parlais tout à l'heure notamment de la saisine de la justice par le système, par l'éducation nationale, notamment les écoles, qu'il s'agisse de harcèlement scolaire, de violence entre jeunes, puisque même s'ils sont souvent disqualifiés par l'école, ce sont quand même des gamins qui, jusqu'à 16 ans, sont supposés avoir un suivi scolaire, puisqu'il y a une obligation de scolarité. Et donc, du coup, c'est plutôt mettre des protocoles là dans l'urgence, avec les moyens alloués. Et puis, une cohérence aussi de la justice. Au sujet des mineurs, en fait, on nous parle de la violence entre bandes, mais vous savez, quand on a ce type de violence auquel on a affaire régulièrement, où on constate que les jeunes ont de moins en moins conscience de ce qu'est la valeur humaine. Pourquoi? Parce qu'il y a une véritable impunité, parce que, comme je vous disais en début de propos, on ne leur donne pas de repères. Et puis derrière, il y a aussi un problème de justice. Je vais vous donner un exemple tout bête. C'est une affaire qui concerne des mineurs, mais qui est très, très symptomatique, qui est anecdotique, mais symptomatique. Il y a quelques temps, dans le 93, il y a eu un démantèlement d'un gang de voleurs à la portière. Il y a eu plus de 70 victimes, certaines blessées et choquées. Je vais vous lire le message des collègues qui nous ont été adressés. Sur les 11 gardes à vue, 7 ont été déférés pour convocation par procès-verbal au jugement en mai. 4 autres seront soi-disant reconvoqués. Ils sont dehors tranquillement alors qu'ils devraient être en prison. Depuis le début, on sentait que la DIFAJ, donc c'est la direction des familles et de la jeunesse, et celle qui est censée faire le suivi des mineurs en garde à vue, ne voulait pas s'embêter. Les magistrats nous disaient la procédure est trop longue, ce sont deviers faits. Pour résumer, la DIFAJ a complètement méprisé les victimes, parfois très choquées et blessées, mais aussi notre travail de policier. C'est un manque de respect total envers nous. 1 an d'enquête dont ils s'en foutent. Aujourd'hui, durant les 4 jours de JAV, donc les gardes à vue, les riverains remerciaient les collègues de la voie publique avec un sentiment profond de retour de la sécurité qui malheureusement n'a pas duré. La tranquillité a été très courte durée. Donc, comme d'habitude, il faut laisser faire les pauvres jeunes. Il n'y a absolument aucune sanction ni aucune mesure qui est prise à leur attention. Et donc, du coup, ce type de fait est absolument quotidien, Madame Ferrari. Je vous explique que nous, les collègues, on est complètement dépassés. On identifie, on interpelle, on présente à la justice et à la fin, il n'y a rien. Notre travail tombe complètement à l'eau. On parlait cette nuit, là, puisque c'est dans tous les titres, du cambriolage qui a eu lieu chez les joueurs du PSG. Voilà. Je vous le donne en mille, Madame Ferrari. Qu'est-ce qui va se passer? Prochain match du PSG, on va mettre une patrouille de police.
Cette patrouille de police, ça va se faire à quoi? Au détriment des habitants de la commune. Parce que vous ne pouvez pas la créer comme ça. C'est forcément des policiers que vous allez utiliser au détriment des autres. Mais quand vous êtes sur ce type de criminalité qui est extrêmement bien organisée... Oui, là, ce n'est pas des jeunes, primo-délinquants. On est d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une primo-délinquance et qu'en fait, on bascule dans la criminalité organisée et donc, du coup, dans une forme de récidive. Qu'est-ce que ces gens-là font en liberté au point de pouvoir en fait, accéder à la criminalité organisée? C'est que finalement, il y a un vrai manquement de l'État à ce niveau-là. Sur, encore une fois, la violence dans les quartiers sensibles, est-ce que vous achetez la version du ministre de l'Intérieur? C'est parce qu'on dérange le trafic de stupéfiants qu'il y a une réponse en termes de violence urbaine? Alors, il y a de tout. Il y a l'appartenance au territoire, déjà. De la part des jeunes, je vous disais, c'est des gamins qui souvent n'ont pas de repères, et nous, on le constate. Ce sont des gamins qui ne s'inscrivent pas dans la nation. Ils ne sont pas citoyens d'un pays, ils ne sont même pas citoyens de leur ville, ils sont citoyens d'un territoire. Vous savez, quand vous n'avez pas grand-chose, vous vous attachez à ce que vous voyez au quotidien, à savoir, c'est votre quartier. D'ailleurs, même si c'est souvent des conflits, on le voit, interquartiers, avec des gamins qui ne se connaissent pas, si ce n'est le hasard juste d'être né à cet endroit-là sans avoir conscience, en fait, de l'acte qu'ils commettent. Il y a une espèce d'abandon de l'État, comme je vous disais. Il y a également le fait que ces gamins n'ont pas de perspective dans leur propre existence. Nous, en tant que policiers, on arrive au bout de la chaîne en théorie. Malheureusement, cette chaîne, elle est complètement morcelée. Et on a conscience aujourd'hui que ces gamins nous disent « mais de toute façon, je n'ai pas de perspective de vie, donc je me fiche complètement des conséquences de mes actes. » Dans l'absolu, souvent, il n'y en a pas de conséquences. Et de toute manière, je ne me projette pas dans ce pays. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui a manqué pour que ces jeunes aujourd'hui ne se considèrent pas comme citoyens du territoire dans lequel ils habitent? Et comment est-ce qu'on en arrive à faire que ces gamins n'aient pas beaucoup de considération pour la vie humaine, qu'il s'agisse d'ados comme eux, des pompiers? Parce que souvent on n'en parle pas, on dit oui, les jeunes s'en prennent aux policiers parce que les policiers les maltraitent, mais les pompiers alors en fait en quoi ils les maltraitent? Pourtant ils se font autant caillasser que nous, ils prennent autant de cocktails Molotov que nous. En fait c'est juste la considération pour la vie humaine. Donc une fois qu'on a fait ce diagnostic, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Et de construire des centres peut-être d'éducation fermés, un peu plus qu'il y en a aujourd'hui, pour apporter une partie de la réponse. Bien sûr, il faut sortir ces jeunes de leur quartier, il faut les envoyer très très loin, il faut leur apporter de nouveaux repères, il faut leur apporter il faut border leur vie. Ce sont des gamins qui n'ont aucun encadrement. Ni familial Non, malheureusement. On le constate. Vous savez, j'ai admonesté des centaines de gamins de 12-13 ans qui me regardaient avec des grands yeux, qui n'avaient jamais été grondés, en fait, qui faisaient des bêtises, des vols à l'étalage, des violences, des ports d'armes blanches. Et quand je les admonestais, ils me regardaient avec des grands yeux. C'était la première fois qu'on les grondait, en fait, qu'on leur expliquait les règles. C'est peut-être aussi le rôle de l'État de le faire, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, oui. C'est le rôle des familles en tout premier lieu. C'est le rôle des familles, mais une fois qu'on a fait l'État, le diagnostic et l'inventaire entre les démissionnaires et les dépassés, on peut dire, bon, c'est un problème des parents, on le laisse loin, sauf que ce problème, il arrive juste en bas de chez nous. Et c'est forcément le voisin qui trinque derrière. On n'a pas le droit de le dire, sauf si on décide finalement que ces territoires sont abandonnés, délaissés, et on ne viendra plus nous parler des territoires perdus de la République, parce qu'en final, en réalité, on les aura juste abandonnés et délaissés. Il y a la loi de sécurité globale qui arrive au Sénat 4 mois après l'Assemblée nationale, avec son fameux article 24, qui vise à pénaliser la diffusion malveillante de l'image des policiers. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été prévu par le Sénat? Qu'est-ce qui pose problème pour vous dans la réécriture de cette loi par les sénateurs en commission? Je vous avoue que je suis extrêmement déçue en fait, par les propositions de la commission des lois au Sénat. Sur plusieurs points, mais puisqu'on parle de l'article 24, on va parler de l'article 24. L'esprit initial de cet article, c'était de protéger les policiers du cop-watching. Que les choses soient... Cop-watching, c'est-à-dire on voit votre image, on diffuse votre adresse, etc. Et même parfois même juste le visage en disant lui, il est policier en fait. Alors que peut-être il n'a pas forcément envie que ses voisins le sachent, puisque beaucoup de policiers vivent aussi dans des quartiers populaires ou sensibles et n'ont pas forcément envie que leurs voisins sachent qu'ils sont policiers. Donc le cop-watching, c'est juste afficher la profession d'un policier d'une manière assez malveillante, tout en ne tombant pas dans l'illégalité, puisqu'ils ont l'intelligence de ne pas y associer des menaces ou la divulgation d'éléments de vie privée. Et donc, du coup, cet article, il venait compenser quelque chose d'assez particulier dans notre société. C'est le fait que les policiers, contrairement à vous, contrairement à monsieur et madame tout le monde, nous n'avons pas de droit à l'image. C'est-à-dire que n'importe qui peut prendre en photo un policier, le diffuser, qu'il s'agisse d'un reportage journalistique ou juste sur les réseaux sociaux pour monsieur et madame Dupont, et puis le policier ne peut rien faire parce que son visage ne lui appartient pas. Et donc, on n'est plus sur un débat législatif, mais sur un débat de société. Et donc, du coup, cet esprit-là donc, de l'article 24 a été complètement balayé par les sénateurs et c'est extrêmement décevant.
Parce que c'est même pas une réécriture en réalité. C'est qu'en fait, il décide juste de dire qu'il ne faut pas divulguer des éléments de la vie privée pouvant éventuellement conduire à des infractions contre l'agent ou sa famille. Mais c'était pas ça le problème. Nous, notre problème, c'était notre visage sur lequel tout le monde est en train de s'essuyer les pieds. Et le pire dans tout ça, c'est que dans cette écriture, dans l'article 24, on nous parle d'éléments d'identification. Moi, je veux juste interroger les députés, les sénateurs, enfin le Parlement sur ce sujet, qu'on légifère sur les éléments d'identification. Est-ce que le visage est un élément d'identification, Madame Ferrari? Moi, je dirais oui. A priori. Puisque c'est par le visage qu'on vous identifie. Sauf que quand on légifère et qu'on dit qu'il ne sera plus possible d'émettre ou de diffuser des éléments d'identification, est-ce que ça veut dire que ce visage est protégé pour monsieur et madame tout le monde, et sauf pour les policiers? Ou est-ce que finalement, le visage est un élément d'identification et donc dans ces cas-là, on protège les policiers? On ne peut pas créer des inégalités devant la loi. Vous savez, toute l'année, et à juste titre, parce qu'on est un état de droit, on parle régulièrement de la vidéoprotection. Il y a encore le débat justement sur cette vidéosurveillance concernant le port des masques dans les transports. Et il y a à juste titre des associations comme la Ligue des droits de l'homme qui interrogent sur éventuellement le non-respect de l'anonymat des usagers. On pourrait filmer dans les transports en commun et repérer les gens qui n'ont pas le masque. Voilà. Et donc, à juste titre, on s'interroge sur est-ce que oui ou non, les usagers de l'espace public vont voir leur anonymat protégé ou pas. Et donc, dans ces cas-là, il faut encadrer. Mais qu'est-ce qui permettrait éventuellement de ne plus respecter cet anonymat? C'est leur visage. Donc, si on estime que le visage est un élément sur lequel on doit légiférer avec la CNIL, avec les associations et avec le Parlement, je veux qu'on fasse la même chose pour les policiers. On ne peut pas, en 2021, s'estimer être progressiste et dire qu'il y a 250 000 agents dans ce pays qui n'ont pas le droit à l'image, qui n'ont pas le droit au visage, qui n'ont pas le droit à protéger cet élément d'identification très personnel et considérer que notre visage appartient à l'État. Il ne l'appartient pas. Nous donnons tellement, bien trop souvent, des blessés et des morts. Nous aimerions juste qu'on protège nos visages. Le moral des troupes en ce moment, comment il est avec la crise sanitaire, la hausse de la délinquance, les violences urbaines? Vous savez, c'est assez compliqué. Vraiment, c'est pas du corporatisme de le dire, mais je pense que les Français ont beaucoup de chance d'avoir cette police française, ces policiers français, parce qu'ils font vraiment montre d'une telle résilience. Depuis 2015, on n'arrête pas. Tout le monde est au courant de ce cumul des heures sup. Tout le monde est au courant du police bashing constant que l'on subit. Tout le monde est au courant finalement du non-soutien de nos autorités, et notamment administratives. Tout le monde est au courant du management déplorable et des problèmes hiérarchiques que nous rencontrons à l'intérieur de notre administration. Et tout le monde est au courant finalement que nous ne trouvons aucune perspective pour notre propre avenir en tant qu'agents qui donnons notre vie pour les autres. J'aimerais juste sensibiliser mes collègues sur un sujet et vraiment les alerter, parce que cette loi-là, qui est aujourd'hui en débat au Parlement, qui semble être presque symbolique, en réalité, elle est très significative de la manière dont le politique a ou non de la considération pour les agents. Et j'aimerais, de la même manière que je critique aujourd'hui les positions du Sénat concernant cette PPL, parce qu'on parle de l'article 24, mais il y a d'autres articles sur lesquels je ne vais pas m'étaler parce que nous n'avons pas le temps, j'espère que les autres organisations syndicales vont mettre de côté leur obédience politique et leur appartenance, leur manque de dépendance politique, pour aussi se soulever contre aujourd'hui l'avis de la Commission des lois du Sénat, plutôt que de passer leur temps à faire des tracts anonymes, sexistes et racistes à l'encontre des délégués qui, eux, se démènent. Merci beaucoup pour ce coup de gueule. Linda Kebab, ce matin dans la matinale de CNews. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.